Je vous propose de faire un exercice très simple, presque idiot. Prenez 10 blogs au hasard. 10. Même pas besoin de fouiller les tréfonds du web. Vous ouvrez le premier site venu, que ce soit un SaaS, un cabinet de conseil, une boîte RH, un outil de finance, peu importe. Vous cliquez sur le blog ou sur la page ressources et là, le bal commence. Guide complet de comment réussir, 5 tendances à suivre, les erreurs à éviter, tout comprendra. Ouais, on a là une magnifique chorale de contenu interchangeable. On dirait que toutes les marques B2B ont été élevées dans le même élevage de poulets éditoriaux, nourris au brief SEO, puis relâchés dans la nature avec pour mission sacrée de produire un article de 1200 mots que personne ne relira jamais. Et le pire, c'est que tout ça n'est pas forcément nul. Le sujet peut être intéressant, il y a une petite intro empathique, 3 conseils actionnables et parfois même un visuel en flat design ou 2-3 personnages sans visage, poitin graphique en souriant comme si la vie avait encore un sens. Sur le papier, on coche toutes les cases. Tout semble professionnel, tout respire le contenu validé, relu, optimisé, tamponné, sécurisé. Et pourtant, à la fin, il ne reste rien. Pas une idée, pas une phrase, pas une tension, pas une manière de voir le monde, juste cette sensation d'avoir bouffé du carton tiède avec un arrière-goût de marketing automation. Mais pourquoi on en est arrivé là ? Aujourd'hui, quand on discute avec des collègues, le coupable tout désigné, c'est l'IA. C'est pratique, l'IA. On peut l'accuser de tout et n'importe quoi. On peut dire, regardez, c'est ChatGPT qui rend tout générique, comme si avant ChatGPT, le contenu B2B, c'était une grande fête où chaque marque écrivait avec panache, courage et singularité. Soyons sérieux 2 minutes, l'IA n'a pas rendu le contenu B2B générique. Elle a simplement révélé à quel point il l'était déjà. Parce qu'avant ChatGPT, il y avait Google, et Google nous a dressés. Parce que pendant 15 ans, on a appris à écrire pour des requêtes et des mots-clés. Au départ, c'était une tactique d'acquisition. Puis petit à petit, c'est devenu une culture. On n'a plus demandé qu'est-ce qu'on veut faire comprendre au marché, on s'est demandé sur quels mots-clés on peut se positionner. Et à force d'écrire pour être trouvé, beaucoup de marques ont oublié d'écrire pour être identifiables. Aujourd'hui, je vous propose de remonter la chaîne du crime éditorial. On va regarder comment Google a formaté notre manière de produire des contenus sur le web et comment l'IA vient maintenant industrialiser le tout. On verra aussi et surtout pourquoi les contenus qui survivront ne seront pas les plus nombreux, ni les plus optimisés d'ailleurs, ni les mieux promptés, mais ceux qui portent une vraie signature. Parce qu'un contenu B2B, ça sert avant tout à rendre une valeur impossible à confondre. Et si vos contenus pourraient être publiés demain par 3 concurrents sans que personne ne voit la différence, le problème, c'est pas l'IA. Le problème, c'est que votre marque parle déjà comme une machine. On n'a jamais produit autant de contenu et pourtant, on n'a jamais été aussi oubliable. Le plus étrange dans cette histoire, c'est qu'on pourrait croire que le contenu B2B traverse une crise de moyens, qu'il manque de rédacteurs, d'outils, de budget, de workflow, mais non, c'est pas ça le problème. Le marché ne produit pas moins de contenu, il en produit plus, beaucoup plus. Dans le rapport State of Digital Content 2026 de Quanto, plus de 80% des entreprises prévoient d'augmenter leur budget de production de contenu et de création. 82% disent avoir déjà augmenté leur volume de contenu et 75% des professionnels du contenu estiment que l'IA a encore gonflé ce volume. Donc non, la machine éditoriale, elle accélère, elle tousse, elle fume, elle perd des boulons au passage, mais elle accélère. Et si on regarde côté marketing, c'est le même constat. Le rapport 2025 de Social Media Examiner montrait déjà que 60% des marketeurs utilisaient l'IA tous les jours, contre 37% en 2024. Et surtout, l'usage dominant, c'est l'écrit. 90% des marketeurs qui utilisent l'IA s'en servent pour des tâches textuelles comme générer des idées, créer des plans, écrire des premiers jets. Donc l'IA, elle n'est pas entrée par la petite porte du marketing, elle est entrée exactement là où le B2B était déjà le plus standardisé. Les articles, les posts, les newsletters, les briefs. En théorie, plus de contenu devrait produire plus de visibilité. Et plus de visibilité devrait produire plus de mémorisation auprès de l'audience. Et derrière, plus de mémorisation devrait produire plus d'autorité, donc davantage de chiffre d'affaires au final. Sauf que sur le terrain, c'est l'inverse qui se produit. Plus les marques produisent du contenu, plus elles se ressemblent. Elles sortent un webinar, puis un article, récap, puis 4 posts LinkedIn, puis un replay qui meurt dans une page ressources, puis tout le monde passe au sujet suivant. Et c'est pas juste une question de style, d'écriture ou de charte graphique, c'est une question d'usage. Une boîte peut avoir un blog rempli, une newsletter active, 3 livres blancs, 2 webinars par mois, et malgré tout produire très peu de valeur. Si personne ne réutilise ces contenus, si les commerciaux ne les envoient jamais, si les prospects ne les retrouvent pas au bon moment, et si les équipes ne savent même plus qui existe. Dans une édition de ma newsletter consacrée au content waste, le lien est en description si jamais, abonnez-vous si vous voulez garder sain et sauf les pneus de votre bagnole. Je rappelais que 60 à 70% du contenu B2B
produit par les équipes finit inutilisé ou inexploité. Pourquoi ? Parce que dans la majorité des cas, on produit sans système d'usage derrière. On croit accumuler des actifs, mais très souvent, on accumule du déchet cognitif avec une jolie charte graphique. C'est pour ça que les chiffres sur la production sont piégeux. Ils donnent l'impression que le marché est mature parce qu'il produit beaucoup, mais produire beaucoup, c'est pas être mature. C'est parfois juste être très organisé dans son propre gaspillage. L'étude de Canto le montre bien. Les équipes les plus performantes ne se distinguent pas seulement parce qu'elles utilisent l'IA, mais parce qu'elles ont entre autres des workflows plus avancés, davantage de centralisation et plus de capacité à retrouver, mesurer et réutiliser les contenus. Bref, elles font pas juste plus, elles structurent ce qu'elles produisent. Et ça rejoint un autre signal très clair du rapport B2B 2026 du Content Marketing Institute. Quand on demande aux équipes efficaces ce qui a vraiment amélioré le résultat, elles ne mettent pas d'abord la technologie en haut de la pile. Elle cite d'abord la pertinence et la qualité du contenu à 65%, puis les compétences de l'équipe à 53%. La technologie arrive derrière. Donc même dans un environnement saturé d'IA, le levier numéro 1, ça reste tristement humain en fait. Produire quelque chose qui a du sens avec des gens capables de comprendre ce qu'ils font. Une situation somme toute dramatique pour tous les gens qui ont délégué leur cerveau à ChatGPT. Il faut malheureusement encore penser. Bref, voici le vrai paradoxe. Les entreprises ont plus de capacité de production que jamais, mais cette capacité de production génère un slope sans fin. Elles peuvent publier plus vite, recycler plus vite, générer plus vite, décliner plus vite, mais si la valeur elle n'est pas claire, si la voix n'est pas identifiable, si les contenus ne circulent pas en interne et à l'externe, si chaque asset meurt après sa mise en ligne, alors tout ce petit moteur ne produit qu'une seule chose, du bruit inutile. Si le contenu B2B devient interchangeable, c'est pas parce que les rédacteurs manquent d'inspiration ou parce que ChatGPT a appris à pondre des paragraphes avec la grâce d'une photocopieuse. C'est parce que tout le système pousse à produire avant de clarifier quoi que ce soit. Voilà pourquoi il faut remonter plus loin que l'IA, parce que cette logique de production standardisée, cette obsession d'être visible avant d'être identifiable, cette manière de transformer chaque sujet en contenu calibré pour une machine, tout ça, ça n'a pas commencé avec ChatGPT, ça commence avec Google. Comment Google a changé notre façon de penser. Il faut revenir un instant avant ChatGPT, avant les prompts et avant les agents. Parce que cette uniformisation des contenus n'a pas commencé quand l'IA s'est mise à générer des contenus génériques. Ça remonte à plus loin que ça, quand les marques ont appris à concevoir leur contenu pour une machine avant de les concevoir pour leur marché. Il faut revenir à Google, tout bêtement, parce que c'est Google qui a complètement bousillé la conception de contenu. Pas parce qu'il serait méchant, mais parce que Google nous a appris à penser le contenu comme une réponse calibrée à une requête. Et au départ, c'était plutôt une bonne nouvelle, parce qu'avant le SEO, on avait encore beaucoup de boîtes qui écrivaient surtout pour elles-mêmes. Google les a forcés à regarder ce que les gens cherchaient vraiment. Quel problème, quelles questions, quels mots, quelles intentions, quels sujets, rien que ça, c'était presque une révolution marketing. Le marketing, en tout cas, lui, descendait enfin et paradoxalement de son petit tabouret pour écouter le marché, ce qu'il était censé faire depuis le départ. Mais bref, ceci est un autre débat. Petit à petit, le réflexe utile est devenu une obsession. On n'a plus utilisé Google comme un outil d'écoute, on l'a traité comme un patron éditorial. Et là, le contenu a commencé à changer de nature. On partait plus d'une conviction, on partait d'un mot-clé. On partait plus d'une tension client, on partait d'un volume de recherche. On se demandait plus qu'est-ce qu'on veut faire comprendre au marché, on se demandait qu'est-ce que Google attend sur ce sujet. Et c'est ici que la singularité commence à prendre la porte. Parce que si tout le monde regarde les mêmes outils, les mêmes mots-clés, les mêmes concurrents, les mêmes people also ask, les mêmes intentions supposées, il faut pas ensuite tomber de sa chaise en découvrant que tout le monde écrit les mêmes contenus. C'est comme donner la même recette, le même moule, les mêmes ingrédients à 20 marques différentes, mais s'étonner malgré tout que leurs gâteaux, elles aient tous un espèce de goût de polystyrène vanillé. La mécanique est toujours la même. On ouvre un outil SEO, on cherche un mot-clé, on regarde le volume, on analyse les concurrents, on observe les titres qui rankent, on liste les sous-thèmes à couvrir, on construit un plan, etc., etc. Et voilà, le contenu, il a même pas encore été écrit, qu'il a déjà paumé son âme. C'est pas que le texte sera forcément mauvais, mais en tout cas, il aura été conçu pour réduire l'écart avec ce qui existe déjà. Et quand votre méthode de création consiste à regarder ce qui existe déjà pour produire une version plus complète, plus longue et plus optimisée, vous créez une moyenne. C'est le syndrome du tunnel SEO. Quand toute décision contenu passe par la question « est-ce que ça va ranker pour le SEO ?», avec derrière des contenus intéressants rejetés parce qu'ils ne ciblent pas un mot-clé et une marque qui attire parfois du trafic sans construire d'audience fidèle ni vision reconnaissable. L'équipe contenu devient esclave de Yoast et de Ahrefs tout en perdant au passage sa créativité. Alors attention, on n'est pas là pour faire le procès du SEO. Le SEO, bien sûr qu'il a son utilité. Mais tout ce que je dis, c'est que laisser l'optimisation décider de ce qu'une marque a le droit de penser, là ça devient un problème un peu plus grave en fait. Parce que quand le SEO est à sa
place. Il aide une idée à circuler, mais quand il prend toute la place, il commence à fabriquer l'idée lui-même. Et là, on bascule dans le contenu produit pour un seul canal. Qu'il s'agisse de Google, LinkedIn, ChatGPT, Perplexity, peu importe au fond. On se demande plus ce que la marque doit exprimer, on se demande comment nourrir le prochain système de distribution. En la matière, Google a eu un effet culturel beaucoup plus profond qu'on veut bien l'admettre. Il a habitué les équipes à penser en pages, une page pour une requête, un article pour un mot-clé. Sur le papier, encore une fois, c'est logique. Mais une marque ne se construit pas page par page. Elle se construit par répétition, par cohérence, par angles qui reviennent, par obsession en fait. Or, la culture SEO a fait l'inverse. Elle a fragmenté la pensée en unités de réponse. Le contenu devient une case. Un livrable, une URL. Sauf qu'un tas de briques sans architecture, désolé, mais ça fait pas une maison. Le plus ironique dans l'histoire, c'est que Google lui-même a évolué bien au-delà du simple mot-clé. Depuis le knowledge graph, Colibri, les intentions de recherche, les critères EAT, Google ne raisonne plus comme un simple index de mots, mais comme un système sémantique qui tente d'interpréter le sens, le contexte, l'autorité et la confiance. Ça fait déjà plusieurs années que Google n'est plus seulement un moteur de recherche, mais un moteur de réponse. Autrement dit, pendant que beaucoup de marques continuent à pondre des contenus comme si nous étions encore en 2012, le moteur, lui, il essaie déjà et depuis plusieurs années de comprendre les entités, les signaux et l'intention derrière les demandes utilisateurs. Aujourd'hui, plus que jamais avec les AI Overview. Le SEO et par extension le GEO devient moins une histoire de mots-clés qu'une histoire de signaux narratifs, de notoriété, d'image de marque. La bascule, elle est énorme parce que pendant des années, beaucoup de marques ont cru que le but du contenu, c'était d'être trouvé. Mais être trouvé, c'est pas être reconnu. La visibilité, c'est je suis tombé sur vous. La reconnaissance, c'est je sais pourquoi vous comptez. Et toute la différence, elle est là. Vous pouvez être visible sur comment choisir un logiciel CRM et n'installer aucune conviction dans la tête du lecteur. L'ancien KPI roi du SEO, la position, elle a perdu sa valeur absolue. Les SERP sont devenus polymorphes, saturés de snippets, de people also ask, de réponses génératives, de zéro clic. Et la position, elle garantit plus mécaniquement le clic, encore moins l'impact business. La visibilité devient un signal parmi d'autres, pas une preuve de performance. Un contenu ne devrait pas être une URL qui répond à une requête, il devrait être une pièce dans un système. La simple production de volume ne suffit plus, faut organiser la création et la distribution, faut qu'on évite les impasses, il faut penser le contenu en portefeuille et surtout le réutiliser au sein d'un parcours cohérent. C'est précisément ce que la culture SEO a abîmé. Elle a rendu le contenu trouvable, mais pas forcément activable. Or, qu'est-ce qui se passe quand on branche l'IA sur une culture éditoriale qui était déjà ultra générique ? La réponse, elle est assez simple, hein. On ne crée pas une voix, on industrialise son absence. L'IA n'a pas inventé le moule, elle l'a rempli. Il est temps de se pencher un peu plus sur les outils d'intelligence artificielle. Pour ça, on va s'intéresser au prompt. Un prompt tout bête, le genre qu'on pourrait trouver dans n'importe quelle équipe marketing qui essaie de rentabiliser son abonnement cloud. Rédige un article SEO de 1200 mots sur comment choisir un CRM pour PME. Ton professionnel, structure claire, intro engageante, conseil actionnable, conclusion avec CTA. Voilà. À ce moment-là, le contenu, il est même pas encore généré que le crime est déjà presque commis. Parce que dans ce prompt, il y a rien. Il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de client réel, il n'y a pas de voix ni de conviction. Il y a juste une demande de contenu somme toute très raisonnable et relativement bien calibrée. Bref, on commande ici une moyenne. Elle va vous sortir une intro du type dans un environnement économique en constante évolution, choisir le bon CRM est devenu essentiel pour les PME souhaitant optimiser leurs relations clients. Des phrases sans doute correctes, du peu que je puisse en juger, mais parfaitement décédées d'un point de vue singularité. Parce que ce contenu, il pourrait être publié par n'importe qui. Une agence, un SaaS, personne verrait la différence. C'est ça le vrai risque de l'IA dans le contenu B2B. Pas qu'elle produise forcément du faux. Et encore, que j'aurais certaines choses à dire là-dessus, parce que du coup je vous renvoie à ma vidéo sur les AI Overview où on traite un peu tout ça. Mais c'est surtout que l'IA produise des infos réelles sans aucune tension derrière. En fait, l'IA, elle rend pas seulement le contenu plus rapide, elle rend le contenu moyen extrêmement facile à produire. On l'a dit, la plupart de ceux qui utilisent l'IA s'en servent pour des tâches écrites. En gros, elle intervient au moment où une marque devrait justement se poser les questions les plus difficiles. Qu'est-ce qu'on pense vraiment ? Et qu'est-ce qu'on a vu que les autres ne voient pas ? Quelle conviction veut-on installer ? Quelle expérience terrain peut-on apporter ? Ou alors, qu'est-ce qu'on assume de dire, même si c'est moins consensuel ? Et comme ces questions sont pénibles, beaucoup d'équipes les sautent. Elles demandent à l'IA de produire un contenu avant d'avoir clarifié tout ça. Et c'est là que l'outil devient dangereux. Parce qu'une IA, c'est obéissant, ça fait ce que vous dites. C'est une machine formidable pour amplifier ce qu'on lui donne. Mais si on lui donne un brief creux, elle va amplifier le creux. Si on lui donne un sujet ultra moyen, elle va amplifier cette moyenne. L'IA va pas sauver votre marketing.
elle va juste le rendre malheureusement encore plus générique si vous ne faites pas l'effort de l'utiliser correctement. On demande plus d'idées, plus de drafts, plus de posts, plus de tout. On sait que l'adoption devient massive dans tout le cycle de vie du contenu, chacun peut le voir tous les jours. Mais si on branche l'IA sur 15 ans de brief SEO, de plans copiés, de contenu sans signature, de charte éditoriale périmée, avec tout ça matiné de prudence corporate, rien d'étonnant ce qu'elle produise du contenu certes professionnel, mais totalement interchangeable. C'est exactement ce que me racontait dans un entretien Selim, le CEO de Marcaï. Aucune IA ne peut comprendre une marque que ses propres équipes ne comprennent déjà pas. Si les chartes sont mortes, si la voix n'est pas tenue, si les équipes n'osent plus prendre de risques, si tout le monde produit vite pour Google, alors l'IA ne va pas créer une cohérence magique. Elle va juste maquiller le bordel ambiant avec une jolie syntaxe. Et ça explique pourquoi beaucoup de contenus IA ont cette texture bizarre aussi. Vous voyez très bien ce que je veux dire, je pense. Ce ton à la fois poli et confiant que nous sert notamment ChatGPT à toutes les sauces. Ces phrases qui commencent toutes par dans un monde où c'est insupportable. Alors lui, l'IA fait baisser le coût de production du contenu moyen, mais elle fait pas automatiquement monter la qualité de la pensée. Et comme le contenu moyen devient moins cher, voire gratuit, il devient plus abondant. Donc la moyenne envahit tout. C'est la marée grise. Le slop, avec une infinité de contenus corrects mais oubliables. Une espèce de grande moquette beige posée sur Internet. C'est dans cette moquette, la seule chose qui ressort encore, c'est ce qui a une aspérité, une manière de dire « nous, on voit le problème comme ça ». C'est pour ça que les meilleurs usages de l'IA, elles consistent pas à lui demander d'écrire plus vite. Ils consistent à lui donner une base d'expertise, des exemples de ton, des positions éditoriales, bref, de l'ADN. Parce que sans ADN éditorial, l'IA, elle produit pas du contenu, elle produit du bruit. Et la voix devient le dernier avantage compétitif parce qu'elle est plus difficile à copier qu'un format, un template ou une structure d'article. C'est là que l'IA peut devenir intéressante, comme une gardienne du temple. Là, d'accord, là, on parle plus de génération, on parle de cohérence, voire de système. Encore une fois, on n'est plus à se demander si l'IA peut écrire tel ou tel truc. Bien sûr qu'elle peut l'écrire. Tout le monde peut écrire maintenant n'importe quoi, et c'est bien le drame. Le clavier est ouvert, les vannes sont levées, la bouillie coule. Il va surtout falloir se demander si ce que l'IA écrit vous ressemble encore. Avec derrière une question peut-être encore plus importante. Est-ce que vous savez seulement à quoi vous devriez ressembler ? Si la réponse est non, aucun prompt ne va vous sauver. Si votre marque n'a pas de voix claire, l'IA ne va pas lui en inventer une. Elle va lui donner la voix de tout le monde. Et c'est pour ça que la prochaine bataille du contenu B2B, elle sera pas seulement une bataille de productivité, ça sera une bataille d'identité. Ceux qui utiliseront l'IA pour produire plus de contenu moyen deviendront malheureusement plus invisibles et plus vite. Ceux qui l'utiliseront pour renforcer leur voix, recycler leur expertise et stabiliser leur cohérence auront une chance de sortir du bruit. Bref, la seule question qui compte maintenant, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui rend un contenu impossible à confondre ? Le test du logo arraché. Prenons maintenant un contenu B2B, n'importe lequel. Un article de blog, un livre blanc, une page ressource, peu importe. Enlevez le logo de cette ressource, enlevez la charte graphique, enlevez les mentions produits et le nom de l'entreprise. Maintenant, regardez le texte à nu. S'il peut être publié demain par 3 concurrents sans que personne ne tique, vous n'avez pas un contenu de marque, vous avez un déguisement. Ça, c'est le test le plus cruel qu'on puisse faire à un contenu B2B, le test du logo arraché. Une marque, ça vit pas dans sa forme. Elle vit dans le fond, dans ce qu'elle répète, dans ce qu'elle infuse, dans les mots qu'elle choisit, les angles surtout qu'elle assume. Le ton, tout le monde peut en tartiner, une blague ici, une métaphore là, et hop, on croit avoir une voix. La signature, c'est plus profond. C'est une obsession qui revient. Chez certaines marques, l'obsession, c'est la clarté. Chez d'autres, c'est la preuve. Chez d'autres encore, c'est la sécurité, la vitesse, la transparence. Quand une marque a une signature, ses contenus ne racontent pas seulement des sujets. Ils racontent toujours d'une manière ou d'une autre la même bataille. Et ça change tout. Prenez une boîte qui parle de modération en ligne, comme Bodyguard, que j'ai eu en interview. Bodyguard, ils pouvaient faire comme tout le monde. Publier des articles alarmistes sur la haine, empiler des chiffres qui font peur. Mais ils ont choisi une autre voie. Parler de protection, de décence, d'équipe de modération, de communauté. Même sujet, autre regard. Même marché, autre posture. Là, le contenu commence à porter une singularité. Au-delà de l'aspect modération, le sujet devient comment remettre de l'humain dans des espaces numériques qui se dégradent. Et tout de suite, on sort du contenu interchangeable. Ce qui manque souvent au contenu B2B, c'est qu'ils expliquent les choses correctement. Ils donnent de l'information, mais ils ne changent pas la manière dont le lecteur perçoit ou comprend son propre problème. Un contenu impossible à confondre fait toujours un truc assez rare. Il oblige le lecteur à reformuler ce qu'il croyait déjà savoir. C'est pour ça que les contenus forts ont besoin de preuves.
Pas de grandes déclarations parfumées à l'ambition, non, des preuves, des vrais, des cas clients, des verbatims, des observations terrain, des enquêtes. Le rapport Top Rank sur le Thought Leadership B2B le montre très bien, les marques qui tirent leur épingle du jeu ne se contentent pas de produire des opinions bien coiffées. Elles combinent recherche originale, crédibilité, voix reconnue, distribution et cohérence sur l'ensemble du parcours. Et c'est logique, on suffoque dans un marché saturé de contenus générés, recyclés, reformulés et optimisés jusqu'à la nausée. Donc la preuve, elle devient un luxe, celui qui donne au lecteur une raison de croire. Parce qu'au fond, la confiance, elle n'est pas d'un ton sympathique, elle naît d'un faisceau, une voix cohérente, des exemples concrets, des angles répétés, des preuves crédibles. Une marque mémorable, elle change pas de personnalité à chaque publication, elle construit une continuité. Elle revient sur ses obsessions, elle les décline, elle les éprouve. Et attention, la signature, c'est pas une affaire de style isolé. Un article ou une vidéo seule ne suffit pas plus qu'une punchline. La reconnaissance vient de la répétition intelligente. Répéter pour installer, répéter pour marteler, pour que le marché finisse par associer une idée à votre nom. Et là, la marque commence à tenir debout. Elle a plus besoin de courir après tous les sujets. Elle sait quels combats sont les siens. Là-dessus, beaucoup d'équipes se trompent de bataille. Elles veulent être visibles sur plus de sujets, plus de canaux, plus de formats, mais occuper l'espace, ça suffit plus. Il faut occuper une place mentale. Une place mentale, c'est beaucoup plus rare. Ça veut dire que le jour où un prospect pense à un problème, votre manière de le formuler lui revient en tête. C'est là que la marque gagne. Pas quand elle produit beaucoup, quand elle devient associée à une lecture précise du marché. Et dans le chaos actuel, cette lecture doit être plus nette que jamais. Les moteurs de recherche changent, les IA synthétisent les contenus et ces derniers se ressemblent de plus en plus. Dans ce bordel, la clarté devient une arme. La marque qui sait exprimer clairement ce qu'elle voit, ce qu'elle défend, ce qu'elle refuse et ce qu'elle prouve aura toujours plus de chances d'être reprise et recommandée. Celle qui publie des contenus corrects sur des sujets corrects avec une voix correcte aura peut-être des impressions, peut-être des clics, peut-être même quelques leads égarés, mais elle construira pas grand-chose de durable. Parce qu'un contenu correct ne suffit plus. Le correct est devenu gratuit. La rareté maintenant, c'est le reconnaissable. Alors avant de publier quoi que ce soit, vous prenez votre contenu, vous arrachez le logo et vous vous demandez, est-ce qu'il reste encore quelqu'un là-dedans? Est-ce qu'il reste quelque chose? Est-ce qu'il reste une voix, une preuve, une obsession, une manière de lire le marché? Si oui, vous tenez quelque chose. Sinon, vous avez juste ajouté une brique de plus au grand mausolée du contenu B2B. Pour vous aider à faire ce tri sans devoir vous enfermer 3 jours dans un audit morbide, j'ai préparé un diagnostic. Il s'appelle « Vos contenus sont-ils structurés pour générer de la valeur ?» L'idée, elle est simple. En 18 questions, vous évaluez la maturité stratégique et opérationnelle de votre système de contenu B2B autour de 5 piliers. Pas pour recevoir derrière un score décoratif à encadrer dans les toilettes, mais pour voir où ça coince vraiment. Le lien est dans la description. Faites-le parce que si votre marque veut encore exister dans ce grand pot-au-feu informationnel, il va falloir trouver autre chose qu'un guide complet et 3 articles par mois. Il va vous falloir une voix, il va vous falloir des preuves, il va vous falloir une architecture. Et surtout, il va falloir arrêter de parler comme une machine. Sur ce, à plus sur l'autobus.